Alors pour commencer déjà... Dès que je me rends compte que mes chaussettes sont pas très assorties à mon pantalon, je suis désolé. J'avais pas anticipé qu'on verrait à mes chaussettes à ce point. Peut-être une petite question sur vous pour vous présenter, si quelqu'un, enfin pour des gens qui ne vous connaissent pas. Oui. Voilà, si vous pouvez, Donc je m'appelle François Gemène, je suis chercheur. Je travaille en particulier sur les conséquences géopolitiques du changement climatique, donc sur les questions de migration, les questions de sécurité, les questions de développement, les questions d'inégalité, les questions de rapport nord-sud et évidemment sur la négociation elle-même qui catalyse un peu ces oppositions et ces tensions. Je suis rattaché à l'Université de Liège en Belgique où je dirige un labo de recherche qui s'appelle l'Observatoire Hugo, qui est un labo consacré au lien entre environnement et migration. J'enseigne aussi à Sciences Po, à la Sorbonne, à l'Université libre de Bruxelles, à l'IEX, qui est une école de communication à Bruxelles. Je préside aussi une ONG qui s'appelle Climate Voices, qui est une ONG d'éducation au climat, notamment pour les jeunes dans les milieux plus défavorisés, c'est-à-dire les jeunes qui typiquement participent pas aux marches pour le climat et connaissent pas bien Greta Thunberg. Et je suis aussi auteur principal pour le GIEC depuis 2018. Merci. Alors on a beaucoup de questions, donc on verra si vous pourrez répondre. Ouais. Ouais, ça marche. Ouais, si. Je vais poser la prochaine question. On aimerait bien vous parler de l'actualité du coup de la COP26. On voulait savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la déclaration conjointe hier de la Chine et des États-Unis. Et est-ce que vous pensez que ça peut créer un précédent en fait vers une collaboration qui serait multilatérale? Honnêtement, j'ai quelques doutes parce que j'ai l'impression que ça fait quand même au moins 4 ou 5 ans qu'on voit des déclarations conjointes Chine-États-Unis et que quelque part chaque fois on annonce ces déclarations comme un momentum et un moment important et en fait c'est juste des déclarations de principe, d'accords de coopération mais où on n'a pas vraiment de substance derrière. Maintenant, si on veut voir le verre à moitié plein, le côté positif, c'est de voir que malgré les différends qui sont très très nombreux entre la Chine et les États-Unis sur le plan commercial, sur le plan de Taïwan, de Hong Kong et d'autres sujets, c'est de voir que quand même la question du climat semble préserver d'autres tensions et d'autres oppositions entre la Chine et les États-Unis. Donc ça c'est si on veut voir le verre à moitié plein, de se dire au moins la question du climat est préservée de ces tensions et ils réaffirment leur engagement à travailler ensemble sur ça. Si on veut le voir à moitié vide, on peut se dire que c'est juste une déclaration de principe sans véritablement de substance et avec le risque quand même que l'Union européenne et les pays les plus vulnérables se trouvent complètement hors jeu de la lutte contre le changement climatique. C'est-à-dire que si on est, de la même manière que certains pays européens ont pu se plaindre parfois que la construction européenne était un truc franco-allemand dont ils se sentaient un peu exclus, il y a aussi le risque que potentiellement la lutte contre le changement climatique, si jamais ces déclarations devenaient devenir vraiment un leitmotiv de coopération, il y a le risque que la lutte contre le changement climatique devienne une affaire sino-américaine, c'est-à-dire qui passe énormément par le recours aux nouvelles technologies, qui passe potentiellement par le recours au nucléaire, etc. Et que dans cette affaire soient un peu oubliés à la fois les intérêts des pays les plus vulnérables et parfois des logiques européennes. C'est-à-dire qu'une logique de fiscalité comme la prône l'Union européenne avec notamment une taxe carbone aux frontières, très clairement, ni la Chine ni les États-Unis ne veulent entendre parler de ça. Ils veulent axer tout sur des marchés mondiaux du carbone. Et c'est clair que ce n'est pas la logique qui avait été privilégiée par l'Union européenne. Très bien. Plus généralement, donc, au-delà de cette déclaration, qu'est-ce que vous avez pensé de la COP26 dans sa globalité? Est-ce que ça répond à vos attentes? Est-ce que vous l'avez trouvé différente des autres COP précédentes? Et en quoi, si oui? C'était sur la COP26, s'il a il a l'impression que elle a été différente des autres ou pas, et pourquoi, si oui. Et voilà, j'essaierai de me tourner peut-être plus vers tout le monde. Oui, il y avait quand même quelques grosses différences. D'abord, il faut dire que chaque COP est un peu différente, puisque forcément elles sont toujours organisées par un organisateur différent, dans un lieu différent, et que donc la logistique et la configuration des lieux est à la fois semblable et différente. C'est comme les films de James Bond, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelques scènes obligées, quand il dit « My name is Bond, James Bond », la scène du casino, etc.
mais que chaque film est forcément un peu différent. Les COP, c'est un peu pareil, avec quelques lieux obligés et quelques passages obligés. Les salles de plénière, par exemple, se ressemblent toutes de COP en COP. Et puis, il y a d'autres trucs qui sont assez différents. Donc, celle-ci, je trouve que c'était très difficile de trouver de l'alcool, d'abord. Curieusement, c'était dans les autres COP, on en trouvait beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus facile de prendre une bière. Ici, il n'y avait qu'un seul endroit qui servait de la bière, à part la réception dans les pavillons le soir. Je trouve qu'on était un peu plus l'un sur l'autre que d'habitude, par rapport à Madrid, où vraiment c'était où l'espace était très très grand et donc on avait vraiment beaucoup de couloirs et d'espace. Ici, on a l'impression que le truc est un peu sous-dimensionné, d'où l'effet de file, d'où l'effet de foule, etc. à certains endroits. Et donc, il y a cette question aussi de la logistique, qui n'est pas juste une pure question de assez de chaises ou de prise électrique ou d'espace. C'est aussi une question dans la manière dont on envisage la négociation, dont on envisage le lien entre la négociation elle-même et la société civile. Par exemple, le fait que la zone verte soit à des kilomètres d'ici, à 20 ou 25 minutes de marche, ça veut dire que moi je ne mettrai pas un pied dans la zone verte et je pense que la plupart des gens qui sont ici ne mettront pas un pied non plus dans la zone verte. Il y a d'autres endroits où la zone verte était juste à côté, où il y avait vraiment des passages entre la zone bleue et la zone verte, qui ne sont plus du tout le cas ici pour des raisons presque pratiques, quoi. Et ça, c'est quand même un peu un problème. Et puis il y a le problème évidemment d'inclusivité dans la négociation, le fait que la plupart des négociations soient complètement fermées au public, y compris des négociations qui portent sur le mécanisme de transparence. Donc il y a quelque chose de très tordu à ce qu'une négociation sur le mécanisme de transparence n'apparaisse pas du tout et ne soit pas du tout ouverte au public. Donc ça, c'est sur des questions logistiques. Maintenant, en ce qui concerne la négociation elle-même, il y a deux choses qui sont frappantes. C'est d'abord que pendant la première semaine, la négociation elle-même a été complètement éclipsée par des annonces qui ne dépendaient pas de la négociation elle-même, mais qui étaient faites à la COP26 parce que c'était une caisse de résonance, parce que c'était un forum, etc. Et que donc, toutes ces annonces étaient faites un peu comme Boeing et Airbus annoncent des contrats au Salon du Bourget. Et en fait, les contrats ne sont pas signés au Salon du Bourget, ont été signés des semaines ou des mois avant, mais sont annoncés au Salon du Bourget parce que c'est une caisse de résonance, parce que c'est une logique de compétition. Et donc, on voyait bien qu'il y avait une sorte de logique d'émulation pendant la première semaine où chaque jour, il fallait une nouvelle annonce qui éclipse l'annonce de la veille. Alors, dans ces annonces, il y a à boire et à manger. Il y en a certaines qui sont plus ambitieuses que d'autres, certaines qui étaient plus attendues que d'autres. À mon sens, la plus significative, c'est peut-être l'arrêt du financement à l'étranger des projets fossiles par une vingtaine de gros investisseurs d'ici 2022. Et ça, c'est très important parce que la plupart du temps, les annonces sont faites à des horizons 2030, 2040 ou 2050. Et ici, on a quand même une annonce qui est faite dès l'année prochaine et donc qui pourrait être quelque part vérifiée dès la COP27. Et ça me paraît quand même assez important. Et d'autant plus regrettable que l'Union européenne n'y soit pas. Et que la France n'y soit pas. Je pense que ça répond à notre question. Si tu veux poser la prochaine. Alors, juste pour dire, la deuxième semaine des négociations, donc c'est maintenant, on a un texte d'accord de déclaration finale qui arrive très tôt, beaucoup plus tôt, qui est arrivé hier matin, c'est beaucoup plus tôt que dans la plupart des autres COP. On sent que les Anglais sont soucieux de clôturer le truc dès demain et d'avoir une déclaration finale satisfaisante. Le texte est, je trouve, pas mal et assez ambitieux. Il y a quelques manques et quelques trous dans la raquette, mais globalement, je trouve que c'est assez satisfaisant, avec toujours ce problème, et je vais terminer par là, qui est que le juge de paix ultime, c'est-à-dire l'alignement des engagements nationaux avec l'objectif de Paris, ne sera pas atteint. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, là, sur le dernier chiffre, on a 2,4 degrés. Et ça me semble être une erreur politique majeure de la part de la présidence britannique d'avoir à ce point axé le truc sur 1,5 degré. Alors que je suis désolé de le dire, mais 1,5 degré, on y sera en 2035 et c'est un objectif qui est mort-né en fait. Et donc je ne comprends pas pourquoi on a choisi de se focaliser à ce point sur cet objectif de 1,5 degré plutôt que de dire de 2 degrés, qui est quand même l'objectif officiel dans l'accord de Paris. Parce que 1,5 degré, c'est se condamner à l'échec. C'est-à-dire que là, si on arrive à 2,4, s'ils poussent encore un peu, ils peuvent arriver à 2,3 ou 2,2 et quelque part vendre le truc en disant on y est presque, il manque vraiment plus grand-chose,
etc. Mais là, c'est sûr qu'entre 2,4 et 1,5, il y a encore un gouffre. Et donc, choisir cet objectif, c'était quelque part un peu se condamner à l'échec dès le départ. Et je n'ai pas compris en termes politiques ou en termes de communication pourquoi cette focalisation sur garder le 1 à 1,5 degré vivant, alors qu'on sait bien que cet objectif, il est mort-né. Merci. Moi, je vais peut-être revenir en fait un peu en arrière, parce que je ne sais pas si vous avez exposé votre rôle à la COP26, ce que vous y faites, etc. Oui. Et aussi, depuis quand vous faites des COP? Ça peut être intéressant. J'ai fait la première à Nairobi, qui devait être la COP 11, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années. Oui, ça doit être ça à peu près. COP 11 ou COP 12. Enfin bon, bref, ça n'a pas d'importance. Et ce que j'y fais, d'abord je suis les dossiers sur les questions de migration et de déplacement. Et donc là j'ai un rôle officiel d'être représentant dans la task force qui a été créée par l'accord de Paris. Et donc on a toute une organisation, on a tout un groupe, donc cette task force, qui suit la question des migrations et des déplacements dans les négociations. Et donc ça veut dire voir comment elle est incluse dans les textes, faire du lobbying auprès des négociateurs pour qu'on adopte telle formulation plutôt que telle autre formulation. Donc ça c'est un rôle, je dirais, d'appui et de supervision de la négociation. Et puis à côté de ça, je parle dans une série de side events qui sont parfois montés spécifiquement sur ces questions de migration et de déplacement. Donc là j'en ai un à 13h au pavillon européen, j'en ai encore un à 17h, et donc il y a beaucoup de side events qui, jadis, j'avais l'impression, étaient beaucoup plus importants qu'ils ne le sont à cette COP-ci. Je pense aussi pour des raisons d'espace, un peu pour des raisons un peu de limitation avec les casques, etc. Mais c'est-à-dire que dans les précédentes COP, les side events avaient vraiment parfois un rôle assez majeur pour amener certains sujets dans les négociations. Il y avait vraiment certains side events où ça débordait de partout parce qu'on exposait tel ou tel résultat de recherche, parce qu'on mettait l'accent sur tel ou tel point. Et les side events, objectivement, sont moins importants à cette COP26 qu'à d'autres. Et puis, la dernière raison, c'est aussi, il faut bien le dire, pour rencontrer des gens. C'est-à-dire que toute une série de projets de recherche, toute une série de projets de collaboration, on en profite de la COP pour caler un certain nombre de réunions et pour éviter de faire ces réunions hors de la COP l'année, parce que c'est un peu le moment où tout le monde est là. Et donc, il y a des tas de projets d'articles, de projets de recherche, etc., où la COP est utilisée en quelque sorte pour organiser ces réunions dans le cadre de la COP. Donc voilà, c'est les trois principales activités que j'y ai. Alors du coup, plus sur la question des droits humains, ils ont beaucoup été critiqués par la société civile pendant cette COP26. Oui. Qu'est-ce que vous en analysez, qu'est-ce que vous en pensez, et donc surtout notamment sur l'article 6 qui a beaucoup été critiqué. Ouais. C'est très clairement, c'est une question qui passe un peu à la trappe, on a l'impression. Et on a l'impression que quelque part on est vraiment dans une logique de pure efficacité et de surtout pas froisser les Chinois qui pourraient tiquer sur des questions de droits humains. Et donc toute une série de questions qui auraient pu être considérées comme un peu dérangeantes, effectivement, sont passées à la trappe. Et j'ai l'impression que la raison pour ça, c'est qu'ils ont visé une sorte de principe d'efficacité maximale. Et donc de veiller à ne pas frustrer certains intérêts, et certains intérêts chinois en particulier. Alors c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'on met la question des droits humains dans le texte que c'est performatif et que d'un coup les droits humains vont être mieux respectés parce que c'est mis dans le texte. Mais enfin, c'est quand même pas un très très bon symbole qui n'y figure pas. Il y en a plusieurs qui ont assisté à la conférence de l'UNEP sur le Gas Emission Report, qui Oui. prévoit un réchauffement du coup de 2,7 degrés. Et quelle est selon vous la plus grande difficulté pour ne pas dépasser justement cette élévation de température au-dessus de 2 degrés Celsius? Je pense qu'aujourd'hui, ça reste encore le principal obstacle reste la finance et les financements. Et le fait que, même si on a toute une série de solutions qui seraient possibles et qui seraient potentiellement disponibles et accessibles aux pays du Sud, moi, ce qui me frappe quand même, c'est que vous avez plein de gens
dans le monde de la finance et dans le monde des fossiles qui vont considérer que la dernière goutte de pétrole leur rapportera toujours plus que le premier panneau solaire ou que la première éolienne. Et ça, je pense que c'est une sorte de difficulté qu'on a un peu sous-estimée. On a imaginé parfois qu'il allait y avoir une sorte de mouvement naturel de transition qui allait aboutir à ce que finalement tout le monde passe au renouvelable très rapidement, etc. Et qu'on a quelque part un peu sous-estimé les forces de résistance des industries fossiles et aussi de la finance et du fait que certains allaient chercher à maximiser au maximum la rentabilité des fossiles. Et je pense qu'on a aussi, quelque part, été trop nombriliste, c'est-à-dire qu'on s'est trop tracassé, et c'est encore un problème aujourd'hui, on continue à trop se tracasser de réduire nos propres émissions avant de réfléchir à comment on peut réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et on a l'impression effectivement que toute une série de technologies aujourd'hui sont développées avant tout pour réduire le bilan carbone des pays industrialisés et que quelque part on ne se soucie pas trop d'offrir des alternatives aux pays du Sud et que c'est un peu chacun pour soi. Et ça, à mon avis, c'est une dérive très très dangereuse parce que si on est sur du chacun pour soi, toute une série de pays du Sud qui sont assis sur des réserves fossiles se disent pourquoi est-ce que je ne les utiliserai pas ? Merci. Plus pour revenir sur les questions migratoires du coup, quelles sont les régions les plus touchées dans le monde de ces questions-là et peut-être si vous avez des durées, à partir de quand est-ce qu'il y aura vraiment, les enjeux seront vraiment très importants pour essayer d'un peu mieux comprendre le problème migratoire. Alors très clairement les régions du monde qui sont les plus touchées sont assez faciles à identifier. C'est l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et du Sud-Est, et puis les États et les régions insulaires dans le Pacifique Sud ou dans l'océan Indien, et dans une moindre mesure dans les Caraïbes. La question migratoire est souvent vue comme une sorte de problème futur. Et c'est vrai que le débat est très cadré par des projections un peu catastrophistes à 2050 ou à 2100, etc. Alors qu'en réalité, c'est une réalité aujourd'hui. Pardon, cette phrase n'est pas très jolie. Si je prends les chiffres de 2020, on a eu 30 millions de personnes qui étaient déplacées à cause d'événements climatiques extrêmes, donc à cause d'inondations, de sécheresses, d'ouragans, etc. Et donc 30 millions de personnes, c'est 3 fois plus que le nombre de personnes déplacées en 2020 par des conflits ou par des violences. Et donc on est déjà face à un problème qui est une réalité, qui est déjà un facteur majeur de migration et de déplacement aujourd'hui. Donc le premier problème, c'est de parvenir à voir cette question comme une réalité présente et pas juste comme une sorte de menace future. Et j'ai l'impression parfois qu'on agite un peu cette menace future parce qu'on sait bien à quel point la question des migrations est une question qui divise nos sociétés, à quel point ça fait s'enflammer les débats. Et donc j'ai parfois l'impression qu'on utilise un peu cet épouvantail de la migration comme une sorte d'argument ultime pour convaincre les États de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais faisant ça, ça veut dire qu'on accrédite aussi l'idée de la migration qui soit perçue comme une menace ou comme un danger. Et je pense que ça crispe aussi beaucoup la situation en Europe ou dans les pays industrialisés, maintenant sur les questions de migration et de déplacement. Et vous êtes spécialiste de ces questions migratoires justement. Est-ce que vous pensez que la France, dans l'état actuel des choses, elle est à la hauteur des enjeux sur l'immigration? Est-ce qu'elle s'est préparée à ça, etc. Alors pas du tout. C'est peut-être de tous les pays du monde un des pays les moins bien préparés à ces enjeux. Non, c'est-à-dire que l'état du débat sur l'asile et l'immigration en France est absolument lamentable. J'ai du mal à imaginer qu'un pays qui se dit terre d'asile ou patrie des droits de l'homme ait pu à ce point basculer dans un discours qui est strictement xénophobe et déshumanisant sur la question des migrations et de l'asile. Et la France en particulier reste complètement aveugle, je trouve, aux réalités des migrations et reste prisonnière d'une logique où la France considère que le truc à faire pour l'immigration, c'est d'empêcher les gens de partir ou d'empêcher les gens de venir. On a toute une série de propositions plus ridicules
et moins praticables les unes que les autres. Les uns veulent faire un moratoire, les autres un référendum, les troisièmes veulent arrêter les transferts d'argent, etc. Et où il n'y a personne qui, quelque part, considère cette question d'immigration comme une transformation structurelle des sociétés et se dit, essayons de voir comment on peut organiser ça au mieux. Et là, on a l'impression que les gens considèrent l'immigration comme si c'était de la pluie et en disant, oh là là, il faut empêcher qu'il pleuve. Mais ça ne marchera pas, c'est voué à l'échec de toute façon. Et donc, on se condamne sur des politiques qui non seulement sont vouées à l'échec, mais qu'en plus sont déshumanisantes et créent des drames et des tragédies aux frontières, exposent l'Union européenne à des chantages à l'immigration, comme c'est le cas pour le moment à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, alors qu'en réalité, si on avait un minimum de courage politique pour dire c'est une transformation importante de nos sociétés, et je ne nie pas du tout le fait que c'est une transformation importante de nos sociétés, mais essayons de voir comment on peut l'organiser au mieux, de la même manière que les gens ont accepté que la mondialisation c'est une réalité et qu'il fallait voir comment on pouvait organiser au mieux la mondialisation pour essayer d'en maximiser les bénéfices et d'en limiter les risques et les dangers. Et alors justement, à l'échelle de l'Europe, pour justement se préparer à ces questions migratoires, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, qu'est-ce qu'il faudrait faire déjà à l'échelle de l'Europe, si on ne parle pas de la France Alors je dirais, à l'échelle de l'Europe, à mon sens, la priorité, c'est de mettre en place d'abord des voies d'accès sûres et légales vers le continent, de manière à éviter que les gens dépendent des passeurs, parce qu'en réalité, plus on va fermer les frontières, aujourd'hui on a l'impression que tous les moyens sont autour de la fermeture des frontières, et que plus on va fermer les frontières, en fait, plus ça va renforcer le business des passeurs. Si vous avez absolument besoin de franchir une frontière et vous avez quelqu'un qui vous dit « moi je peux te faire passer », ben vous allez complètement dépendre de cette personne et plus la frontière sera fermée, plus l'emprise des passeurs sur les migrants va être très grande et plus ils pourront facturer des fortunes aux migrants pour le service qu'ils leur rendent. Et donc on est dans une sorte de logique où en fait plus on va fermer les frontières, plus on va se rendre complice des passeurs et encourager le développement de leur business. Donc la priorité à mon sens pour l'Union européenne, c'est d'abord de développer des voies d'accès sûres et légales vers le continent, qui est une priorité humanitaire avant tout. Après, il y a une question politique qui, à mon sens, doit passer par la création d'une vraie agence européenne de l'asile. De manière à ce que les demandes d'asile soient centralisées et traitées au niveau européen, de manière à éviter qu'un pays fasse face d'un coup à un afflux et se sente dépassé et que sa population ne comprenne plus ce qui se passe, qui permettent de mieux répartir les demandeurs d'asile et les réfugiés sur le continent européen, c'est-à-dire d'éviter les concentrations dans quelques pays ou d'éviter les concentrations autour de quelques villes, et donc ça génère des camps insalubres, ça génère de la misère, ça génère de la criminalité et de l'insécurité, alors qu'on pourrait beaucoup mieux répartir le truc, y compris dans les régions rurales de certains pays, c'est ce que l'Allemagne a très bien réussi à faire. Et évidemment, dès l'instant où on aurait cette agence européenne de l'asile, on n'aurait plus besoin des règlements de Dublin qu'on pourrait donc abolir. À mon avis, c'est les priorités pour le moment. Alors, il y a toute une série d'autres mesures qui seraient intéressantes à mettre en place aussi. Par exemple, on pourrait imaginer d'offrir la possibilité aux gens de demander l'asile directement dans l'ambassade européenne de leur pays d'origine ou de leur pays de transit, de manière à ce qu'ils ne soient plus forcés d'accéder au territoire par des voies dangereuses, en prenant des bateaux, etc. Et donc, il y a toute une série de choses, effectivement, qu'on pourrait développer pour quelque part mieux organiser les choses, sécuriser davantage les migrations et s'assurer que les gens arrivent vivants dans de bonnes conditions. Mais on ne le fait pas et on a peur d'organiser l'immigration parce qu'on est tétanisé par cette idée d'appel d'air. On se dit que si jamais les gens étaient accueillis décemment, mais quelque part, ça ferait venir les gens. Mais les gens ne vont pas quitter leur pays juste parce que d'un coup, on va leur offrir un lit et une douche à Calais ou parce qu'ils vont pouvoir avoir tel médicament remboursé par la sécurité sociale. Comment est-ce qu'on pourrait estimer qu'une population elle est déplacée pour raison en fait, changement climatique, etc. Globalement, c'est impossible à dire. C'est-à-dire, à part dans certains cas extrêmes, d'événements climatiques extrêmes, quand on a une inondation ou un ouragan et où la cause du déplacement est vraiment manifeste et d'ailleurs où ça provoque souvent une assistance humanitaire, dans la plupart des cas, c'est objectivement impossible à dire. Par exemple,
En Afrique subsaharienne, on estime qu'environ un ménage sur deux dépend de l'agriculture de subsistance, qui, comme vous le savez, est un type d'agriculture très très vulnérable au changement climatique. Dès qu'il pleut un peu moins ou dès qu'il fait un peu plus chaud, les récoltes sont fichues. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de familles qui habitent en zone rurale, qui envoient un ou plusieurs de leurs fils à la ville, dans l'espoir qu'ils décrochent un job qui fournisse un revenu complémentaire à la famille, et donc qu'ils envoient toutes les semaines ou tous les mois une partie de ce revenu. Et dans plusieurs endroits, dans plusieurs villes africaines, on a donc plein de jeunes hommes qui cherchent désespérément un moyen de trouver de l'argent et qui parfois se font prendre dans les filets de passeurs et de trafiquants qui leur promettent monts et merveilles et qui leur promettent de les emmener vers l'Europe. Et une fois qu'ils arrivent en Europe, ils sont considérés comme des migrants économiques parce qu'ils viennent d'un pays qui n'est pas en guerre, alors qu'en réalité, si on s'était intéressé aux facteurs de leur migration, aux facteurs qui ont provoqué leur migration, eh bien on aurait réalisé qu'il y avait des facteurs climatiques ou environnementaux aussi à la base de leur migration et que c'est pour ça que leur famille les a envoyés à la ville en premier lieu. Mais le problème, c'est qu'on s'intéresse uniquement aux migrations dès l'instant où elles franchissent la Méditerranée et que globalement, sur tout ce qui se passe à l'intérieur du continent africain, sur les migrations internes notamment, on a l'impression que tout le monde s'en fiche un peu. Et en réalité, les différents facteurs de migration aujourd'hui sont vraiment très liés les uns aux autres et s'influencent mutuellement. Et c'est très compliqué de mettre les gens dans une catégorie. Et donc, les catégories migratoires qu'on a aujourd'hui correspondent bien davantage, je dirais, à nos lois et à nos politiques d'asile et migration qu'à la réalité empirique. Empiriquement, sur le terrain, pour plein de gens, l'environnement et l'économie, c'est la même chose. Parce qu'en fait, leurs revenus dépendent directement des conditions environnementales. Alors que moi, je touche le même salaire en été et en hiver, et vous aussi quand vous travaillerez, j'imagine. Et que donc, quelque part, c'est une vision très occidentale des choses que de séparer les questions économiques des questions environnementales. Et j'ai envie de dire que c'est sans doute une des raisons pour laquelle on est dans cette situation aujourd'hui, parce qu'on a complètement isolé les questions environnementales, comme si c'était des questions non économiques ou non politiques, alors qu'en réalité, c'est des questions profondément économiques et politiques. Merci. Alors, plus sur le rapport du GIEC. Alors, j'ai perdu ma question. Hop. Si tu peux la poser. J'enchaîne. En gros, notre prochaine question, ça concernait en fait votre travail au GIEC. Oui. Et en fait, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il y aurait en gros dans ce second rapport, quelles seraient les grandes lignes et les grands résultats que vous pourriez déjà nous donner. Oui. Alors, donc, d'abord, il faut bien comprendre que chaque rapport est d'abord un peu un copier-coller du précédent. Et que quelque part, une des missions essentielles du rapport, c'est de réduire les incertitudes, etc. Et donc, on repart toujours du précédent rapport pour montrer comment les choses ont évolué et comment toute une série d'incertitudes se sont réduites, comment on comprend mieux certains phénomènes, etc. Et donc, c'est important, mais c'est pas les points saillants du rapport. Donc, dans ce deuxième volume du rapport qui paraîtra en février, j'ai envie de dire qu'il y a un accent spécifique qui est mis sur certaines questions. Une question qui sera assez saillante, ce sera les questions de sécurité, de guerre et de conflits liés au climat, où on essaye un peu de faire la part des choses, notamment dans une controverse qui travaille le monde académique depuis maintenant facilement une dizaine d'années, globalement une controverse classique entre corrélation et causalité. On sait qu'un monde plus chaud est aussi un monde plus violent. La question, est-ce que le monde est plus violent parce que les températures ont augmenté ou est-ce que c'est juste un phénomène de corrélation? Et donc on essaye de faire un peu la part des choses sur cette question de conflit et de sécurité. Un autre aspect important et moi qui me tient à cœur dans ce nouveau rapport, c'est sur la question des injustices et des inégalités. Et notamment des inégalités non seulement face aux impacts du changement climatique eux-mêmes, mais aussi face aux politiques de lutte contre le changement climatique. Donc on essaie de montrer comment toute une série de politiques d'atténuation ou d'adaptation pourraient avoir pour conséquence de renforcer les inégalités au sein de certaines sociétés et donc de renforcer les vulnérabilités de ces sociétés. Et donc on essaye de travailler là-dessus. Ça sera un point, je pense, assez important du nouveau rapport.
Et puis un troisième point important, c'est une sorte de typologie et de classification des risques. Et donc je dirais que la question du risque et la question de la réduction des risques est mieux comprise et mieux articulée qu'elle ne l'était auparavant. Au rang des regrets, je regrette toujours que la question des migrations ne reçoive pas un chapitre à part. Et donc le paradoxe, c'est que la question des migrations est traitée un peu partout dans le rapport, mais jamais comme un en-tête de chapitre, parce qu'en réalité, les États n'en veulent pas. Et donc c'est vraiment aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même une certaine frilosité de la part des gouvernements sur certains sujets, et que si certains sujets apparaissent de façon trop visible dans le rapport, les gouvernements vont tiquer. Donc il y a une partie d'autocensure aussi par rapport à ça. Alors, au-delà de l'atténuation... Il y a une question juste derrière. Par rapport à ce que vous disiez, donc de ce que vous dites, les États ils ont quand même leur mot à dire sur comment s'organise et sur toute la rédaction du rapport. Oui. Les États ils interviennent à deux moments. Ils interviennent au tout début, au moment de la validation de la table des matières. C'est-à-dire qu'il y a une réunion initiale entre scientifiques et entre États où on s'accorde sur la table des matières. Et où les États disent « je voudrais un chapitre là-dessus, je voudrais un chapitre là-dessus ». Et où les États disent par contre pas de chapitre là-dessus, en gros. Et les scientifiques aussi évidemment poussent en disant « ça c'est important d'avoir un chapitre là-dessus, ça c'est important d'avoir un chapitre là-dessus ». Et donc il doit y avoir un accord entre les scientifiques et les gouvernements au début sur la table des matières. Et une fois que la table des matières est fixée, on ne peut plus revenir dessus. Ou alors il faut retourner voir les gouvernements et avoir l'approbation des gouvernements. Puis les gouvernements interviennent aussi à la toute fin, où ils doivent approuver le résumé pour les décideurs. En d'autres termes, le résumé qui leur est destiné. Donc ils n'approuvent pas le rapport lui-même, mais ils approuvent le résumé du rapport sur lequel vont s'appuyer les négociations. Et là encore, ils peuvent parfois demander à ce que les trucs soient présentés un peu différemment. Là encore, c'est une négociation entre scientifiques et gouvernements. Donc les gouvernements savent bien aussi qu'ils ne peuvent pas aller trop loin et qu'ils ne peuvent pas demander à ce que certains résultats soient censurés, sinon les scientifiques vont hurler. Et c'est une négociation. Mais par contre, ils peuvent demander à ce que tel truc soit présenté un peu autrement, à ce que le langage sur certains aspects soit un peu adouci parfois. Au-delà de l'atténuation du changement climatique, comment est-ce qu'on pourrait minimiser ce phénomène de migration climatique et peut-être quels sont pour vous les meilleurs moyens d'y arriver et pour éviter toutes ces migrations et donc potentiellement des conflits? Ouais, je dirais les meilleurs moyens d'y arriver aujourd'hui, c'est d'offrir des perspectives économiques qui ne soient pas seulement dans l'agriculture, dans les pays du Sud. Et le développement d'une économie secondaire ou tertiaire, y compris dans des villes de petite ou de moyenne importance, est un truc très important pour éviter quelque part que les gens ne doivent migrer plus loin, soit dans la grande métropole, soit à l'étranger. Un deuxième aspect qui me semble important, c'est de faciliter des migrations saisonnières ou pendulaires, y compris potentiellement des migrations avec l'étranger, de manière à ce que les gens puissent exercer un autre travail, une autre activité pendant certaines saisons et puis revenir dans la famille, ou à ce que les gens puissent accumuler un certain capital pendant 3 mois ou 6 mois, par exemple dans un pays industrialisé, et puis revenir dans la famille. Le problème aujourd'hui, c'est que les frontières sont tellement fermées qu'on ne peut pas du tout mettre en place des systèmes de migration pendulaire ou de migration circulaire, et que donc une fois que les gens arrivent, en Europe notamment, eh bien, ils ont tellement peur de ne plus pouvoir y rentrer, ça leur a coûté tellement cher, ils ont pris tellement de risques pour y arriver, que plus jamais ils vont retourner voir leur famille. Alors qu'en réalité, si on avait des frontières plus ouvertes, on pourrait tout à fait imaginer que les gens viennent travailler pendant 3 ou 4 mois en Europe, et puis passent le reste du temps avec leur famille. On a aujourd'hui plein de secteurs, en France notamment, qui sont en souffrance, notamment où on manque de saisonniers dans l'agriculture, où les stations de ski, les restaurants ne parviennent plus à recruter des gens parce que c'est des jobs saisonniers. C'est typiquement des jobs qui pourraient être exercés par des migrants, qui les exerceraient pendant 3 mois, qui pendant ces 3 mois auraient accumulé suffisamment de capital pour faire vivre leur famille toute l'année, mais c'est pas possible parce que les frontières sont fermées. Et donc on se retrouve avec des situations, y compris en termes de droits humains, qui sont déchirantes, où les gens sont arrivés ici, où les gens envoient chaque mois ou chaque semaine une partie de leur salaire pour faire vivre leur famille, et une famille que parfois ils n'ont plus vue depuis des années et que potentiellement ils ne reverront plus avant leur mort, parce que simplement ils savent que leur famille compte absolument sur eux en Europe, mais qu'ils ne peuvent plus, ils sont coincés à l'intérieur. Et le nombre de gens qui sont coincés en Europe est assez affolant. Et donc voilà,
C'est typiquement le genre de solution qu'on pourrait mettre en place et qu'on pourrait mieux organiser si jamais on se décidait à essayer d'organiser la migration et si jamais on se décidait à essayer de se dire tiens, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour les gens, qu'est-ce qui permet de maximiser les bénéfices des migrations. Mais comme on est encore dans une logique de repli et comme on est encore dans une logique où on va vraiment essayer d'éviter à tout prix les migrations, on se refuse à mettre en place ce type de mécanisme. Alors du coup, on avait préparé des questions, il y en a encore d'autres, mais comme il nous reste environ une dizaine de minutes, on va passer à des questions libres. Donc ce que je vous propose, c'est que s'il y a des gens qui ont des questions à poser, c'est le moment, vous pouvez lever la main, on va distribuer la parole et voilà. Est-ce que quelqu'un a une première question? Oui. Ouais. C'est la grande oubliée. C'est-à-dire que depuis, c'est pas seulement. Oui, donc la question porte sur les questions du financement de l'adaptation et sur le fait que l'adaptation semble un peu oubliée. Je suis complètement d'accord. Pour moi, l'adaptation est un peu la grande oubliée de cette COP et c'est le cas déjà depuis plusieurs COP. On a l'impression qu'effectivement, depuis l'accord de Paris, la négociation s'est très fort recentrée sur les questions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur la question des objectifs de température de degré 1,5, etc., sur les questions de budget carbone, et que quelque part la question de l'adaptation a été un peu oubliée. Et qu'aujourd'hui, effectivement, d'abord, l'argent n'est pas là, et en plus, les pays industrialisés veulent fournir l'argent sous forme de prêts plutôt que sous forme de dons, ce qui n'a aucun sens. Autant je peux comprendre la logique des prêts quand c'est des politiques de réduction des émissions, parce que là, vous pouvez espérer un certain retour sur investissement. Mais sur l'adaptation, c'est des coûts secs. Et donc, vous n'avez pas de possibilité d'espérer un retour sur l'adaptation. Et donc, cette idée de financer par l'adaptation par des prêts, à mon sens, n'a aucun sens et doit vraiment être refusée. Mais effectivement, on a l'impression qu'il y a une sorte de période un peu de balancier, où à d'autres moments dans la négociation, on a pu avoir l'impression que, quelque part, on misait davantage sur l'adaptation, parce qu'on se rendait bien compte qu'on n'y arrivait pas sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et j'ai l'impression qu'on ne parvient pas vraiment à sortir encore un peu de cette sorte de dichotomie où on se dirait il faut faire soit réduire les émissions de gaz à effet de serre, soit de l'adaptation. Comme si quelque part l'adaptation c'est ce qu'on faisait si on n'arrivait pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors que ça fait au moins 20 ans qu'on dit il ne faut pas faire l'un ou l'autre, il faut faire l'un et l'autre et ces deux stratégies complémentaires et même à 2 degrés, même à 1,5 degré, on n'évitera pas une série d'impacts du changement climatique et qu'on est fort dans un mouvement de balancier où soit on fait l'un, soit on fait l'autre. Et à mon avis, c'est dramatique parce qu'il faut faire les deux ensemble. Est-ce que pas une prise de conscience des pays du Sud envers Ah mais si, mais bien sûr, complètement. Il y a d'abord cet affront qui leur est fait que les financements ne sont pas là, que les 100 milliards de dollars qui avaient été promis depuis la COP 15 de Copenhague en 2009. En 2009, on se dit, allez, pour 2020, on aura ces 100 milliards de dollars. Et en 2020, il y a le coronavirus, donc ok, on se dit 2021. Et 2021, on est toujours à la peine à autour de 84-85 milliards de dollars. Et moi, j'espérais vraiment que le sommet du G20, avant la COP, puisse quand même arriver à mobiliser ces 100 milliards comme une sorte de geste de bonne volonté vis-à-vis des pays du Sud, comme une sorte de façon de montrer qu'on ne se foutait pas de leur gueule, quoi. Et là, ils se prennent une baffe en pleine figure au G20. Ici encore, ça rame, mais on ne parvient pas à trouver les milliards, au point qu'on a Bezos qui vient et qui fait l'aumône en disant « Allez, je vous lâche 2 milliards ». Et effectivement, il y a un vrai risque que les pays du Sud trouvent le truc complètement illégitime. Si on ajoute à ça les problèmes logistiques, le prix des appartements, les questions de quarantaine, les questions de vaccins, etc., ça commence à faire beaucoup endurer pour les pays du Sud. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Vas-y. Du coup, vous avez évoqué le fait que là, on était dans une situation de balancement entre... Vous avez évoqué le fait que là, on était dans une situation de balancement entre les fonds en ce moment. On a du mal à trouver l'équilibre entre adaptation et atténuation. Est-ce que, justement, comme on est dans une situation de balancement, il n'y a pas un risque que les prochaines COP, on laisse un peu de côté la mitigation et qu'on tombe... Complètement. Et il y a quelque part... Il y a un risque effectivement qu'on arrive ici avec l'accord en disant voilà, on arrive à 2,4 ou 2,7 degrés et c'est le maximum qu'on a pu donner. Mais à la COP27, on va tout miser sur l'adaptation. Et moi, je suis un peu inquiet de ce mouvement de balancier entre les ans qui se produit tous les 3 ou 4 ans et qui quelque part ne permet pas d'avancer véritablement. Et on a l'impression qu'on avance toujours sur une jambe, comme si on faisait un peu, comme si on avançait à cloche-pied en alternant les deux jambes.
alors qu'en réalité, de mettre les deux jambes ensemble permettrait d'avancer beaucoup plus vite. Et je trouve que c'est un vrai risque. Et effectivement, il y a, surtout que l'année prochaine, la COP27 sera en Égypte, donc ça veut dire que les pays africains vraisemblablement demanderont à ce que davantage d'accent soit mis sur l'adaptation. Effectivement, il y a un peu un risque que cette COP26 marque un peu la fin d'un cycle consacré à l'atténuation et que la COP27 ouvre un nouveau cycle qui serait consacré à l'adaptation. C'est un vrai risque. Et à mon avis, ça ne permet pas vraiment une sorte de pérennité, de durabilité dans les négociations. Merci pour votre temps déjà. Avec plaisir. J'ai une question par rapport au changement de narratif sur la migration, parce que j'ai l'impression que le monde que vous dressez, c'est quand même un monde qui a des frontières très souples. Et je pense que les populations, on est majoritairement des Français et des Françaises ici, à mon avis, donc on voit bien les débats qu'il y a par rapport au présidentiel. Comment est-ce qu'on engage ce changement de narratif alors qu'il y a autant de résistance est-ce que vous avez des solutions concrètes sur ça pour avoir des frontières souples, pour avoir des gens qui vont plus considérer la migration comme un danger mais comme une opportunité qu'il va falloir mieux organiser? C'est très compliqué et c'est un vrai problème, je dirais, aujourd'hui, parce qu'on voit bien le narratif qui est dominant dans les débats publics et parce que c'est un narratif qui s'appuie sur une série d'idées reçues, d'a priori, qui a priori donnent l'impression d'aller dans le bon sens populaire. C'est-à-dire que même indépendamment de vos vues sur l'immigration, la plupart des gens considèrent par exemple que le degré de fermeture ou d'ouverture des frontières est un bon moyen de contrôle et de régulation des migrations et pensent que ce sont les frontières qui sont le principal instrument à disposition des États pour réguler les migrations. Et donc c'est très compliqué par rapport à ce qui est perçu comme du bon sens populaire. C'est très très compliqué, quelque part, de faire comprendre qu'en fait les frontières sont surtout des signaux qui sont adressés aux gens qui sont à l'intérieur de la frontière. Et c'est surtout une manière de rassurer les gens quant au fait qu'ils sont du bon côté de la frontière. Et c'est surtout une manière de construire une identité collective autour de la frontière. Et c'est pour ça qu'on va chercher à matérialiser ces frontières avec des barbelés ou avec des murs, essentiellement pour produire un narratif, pour produire des images de télévision et pour rassurer les gens quant au fait qu'ils sont du bon côté de la frontière. Et donc c'est très très compliqué d'arriver avec un discours un peu plus rationnel sur ces questions. Et je crois que pendant longtemps, une erreur que j'ai commise et que la plupart des chercheurs ont commise, ça a été de penser qu'en présentant des faits et des réalités empiriques, ils allaient pouvoir remettre de la rationalité dans le discours. Et en fait, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que vous pouvez présenter autant de statistiques démographiques que vous voulez, ça ne va pas marcher parce que ça va se heurter à une perception subjective profonde qui, quelque part, va avoir des connexions profondes jusque dans les tripes des gens par rapport à la manière dont ils définissent leur identité. Et que, quelque part, si vous dites en France, il y a 7 ou 8% d'étrangers, mais ça ne va rien dire à la personne qui habite en Seine-Saint-Denis et qui voit bien qu'autour d'elle, dans son quartier, dans l'école de ses enfants, il y a essentiellement des gamins étrangers qui va dire mais c'est un mensonge, et même ça va même alimenter certaines théories complotistes. On nous ment, et et donc pour changer quelque part ce narratif sur ces questions, j'ai l'impression qu'il faut parvenir à se projeter dans un narratif davantage cosmopolitique, c'est-à-dire qui cherche davantage à se dire quelle est la place de notre pays dans le monde, quelque part comment est-ce qu'on va définir notre identité, et c'est là où les questions de climat et de migration sont liées, pas juste parce que le changement climatique va provoquer des migrations, mais parce que les deux questions nous interrogent sur notre identité profonde. C'est-à-dire, est-ce qu'on est avant tout française ou français, ou est-ce qu'on est avant tout terrienne ou terrien ? Et donc, quelle est la responsabilité qu'on a vis-à-vis des gens qui habitent au-delà de nos frontières ? Quelle est la responsabilité qu'on a, évidemment, dans l'accueil CIMI ? Quelle est la responsabilité qu'on a par rapport aux impacts du changement climatique qu'on va provoquer chez eux ? Et donc, les deux enjeux se rejoignent. Oui. 2 minutes silence at 11 for Oh, sure, absolutely. What time is it? 2 minutes. It's in 2 minutes. All right, in 2 minutes. Donc il est 50 minutes de silence pour le 11 novembre. Pour le 11 Une novembre. minute de silence dans 2 minutes. Encore 2 minutes. Je sais pas en fait. Les gens font là. Je regarde là. Vous voulez poursuivre ou